Donc, on avait commencé le chapitre sur l'espace des états de position. C'était le chapitre 4, état de position. Donc, il faut qu'on avance bien aujourd'hui de façon à ce que vous ayez assez d'éléments pour pouvoir faire les TD. Il manquera des choses, malheureusement, donc vous devrez admettre une ou deux choses pendant les TD, mais qu'on reverra après en détail. Installez-vous. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui est un petit peu délicat. On va parler de quête généralisée, de bras généralisés. C'est un petit peu délicat, essentiellement parce qu'il va vous manquer quelques ingrédients mathématiques. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas encore vu les distributions en maths. Oui ou non? Ah, vous avez commencé. Ah, alors c'est peut-être pas mal. Bon, je suppose néanmoins que vous connaissez la distribution de Dirac, delta x0. Vous avez vu ça? Non? Oui? Ça, c'est la distribution en fait qu'on note effectivement comme ça sous une forme de fonction et qui est définie en fait par son action sur des fonctions. Alors, je vais le noter à la façon des distributions et vous allez me dire si ça vous parle. Une fonction phi. Ça, vous n'avez pas vu encore? Bon. Alors, je vais l'écrire quand même. Ah, ça vous dit rien du tout cette notation? Parce que c'est pas la peine que je... J'entends des oui et des non, c'est un peu inquiétant. Vous n'avez pas tous eu le même cours ou certains dormaient ou... Vous ne l'avez pas encore utilisé, mais vous l'avez défini? Non plus. On a que défini les distributions. Oui. Donc vous avez défini les distributions régulières. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Bon. Bon, on va pouvoir faire quelque chose alors. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distribution de Dirac. Donc c'est une généralisation des fonctions qui sont définies par leurs actions au sein sur des intégrales plutôt que comme des fonctions qui attribuent une valeur à un élément de l'ensemble de définition. Donc, je vais essayer de jongler un petit peu avec des notions qui ne vous sont pas encore tout à fait familières, en allant vraiment sur la signification physique, quitte à sacrifier un tout petit peu la précision des définitions. On y reviendra peut-être après, lorsque vous aurez vraiment fait le cours sur les distributions. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est que tout ce que je vais introduire là, c'est parfaitement rigoureux d'un point de vue mathématique. On va parler de fonctions qui ne sont pas vraiment des fonctions, mais auxquelles on peut donner un sens. Et donc, vraiment, la rigueur mathématique de tout ce que je vais présenter est parfaitement établie, même si la façon dont je vais le présenter peut vous laisser penser que on fait des choses un peu avec les mains, mais que c'est peut-être pas vraiment vrai ou pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, alors, je vais commencer par rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. On a parlé des états de position en se demandant en fait s'il existait des états d'un système physique correspondant à une valeur bien définie de la position. L'idée, c'est que la position, alors on se met à 1D, repérer la position d'un corps, d'un système dans un espace géométrique à une dimension, c'est connaître son abscisse, petit x,
Mais en fait, son abscisse petit x, c'est juste une façon de parler de la distance du point considéré à une origine prise comme référence. On peut prendre n'importe quelle origine. Mais donc quand on dit un corps, même en physique classique, lorsqu'on dit qu'un corps se trouve à l'abscisse x, ça veut dire que sa distance à O, le long de cette direction, c'est x. Donc la position, c'est en fait une distance. Enfin, on peut le relier à une distance, on peut changer de système de coordonnées, mais en voilà un par exemple, on va travailler en coordonnées cartésiennes. De toute façon, on n'a qu'une dimension, donc c'est assez simple. Donc c'est une distance, c'est-à-dire que c'est une grandeur physique, et comme toutes les grandeurs physiques en physique quantique, tous les systèmes n'ont pas une valeur bien définie de cette grandeur. Si certains systèmes ont une valeur bien définie de la grandeur physique grand G, les valeurs GI, alors on représente ces états à valeur bien définie par des quêtes comme ceci, et un état général de l'espace des états peut se développer sur la base des vecteurs à valeur bien définie, et cet état-là ne correspond pas à une valeur bien définie de G. Par contre, vous pouvez parfaitement mesurer la grandeur G sur cet état-là, c'est-à-dire faire interagir le système avec un outil qui mesure G de manière générale, et vous allez obtenir les différents résultats GI avec la proba module de alpha I au carré. Ça, vous connaissez ça très bien. Et ce qui est vrai pour n'importe quelle grandeur est vrai en particulier pour la grandeur distance. Donc que j'appelle position ou distance, c'est pareil dès lors que j'ai fixé une origine. Donc, cette grandeur physique, je l'appelle grand X. De même que de G ici, je fais un opérateur G qui agit sur les états propres de position de la façon suivante. L'idée, c'est que s'il existe dans la nature des états à valeur de la distance à l'origine bien définie, alors ces états, je peux les noter xi, c'est une position bien définie, et je vais avoir l'opérateur x qui agit sur xi de cette façon-là, c'est-à-dire que cet état à valeur bien définie xi de la position est un vecteur propre de cet opérateur pour la valeur propre xi. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est une grandeur physique comme une autre, et donc conceptuellement il n'y a pas de difficulté à ce stade. La difficulté vient du fait que les x possibles dans notre représentation de l'espace forment une infinité, sont en nombre infini, mais non dénombrable. Et ça pose des problèmes. Pour manipuler les grandeurs, pour manipuler en particulier les produits hermitiens, les produits scalaires donc entre deux états, pour manipuler des probabilités, ici vous avez effectivement la somme sur i des modules de alpha i carré qui vaut 1 si le système est normé. Vous pouvez normer la probabilité. Lorsque vous avez un nombre infini non dénombrable de valeurs possibles, vous ne pouvez pas simplement faire une somme des valeurs. Et l'équivalent d'une somme quand on passe en continu, c'est l'intégrale. Donc la difficulté, ça va être de trouver des outils qui nous permettent de gérer, par exemple, une décomposition d'un état quelconque sur une base des états comme ça, dans le cas où la base en question qu'on aimerait avoir n'est pas discrète, mais contient un nombre infini indénombrable d'éléments. Alors, on va regarder... la question c'est, existe-t-il des états à valeur bien définie et comment écrire de manière générale un état quelconque? Dans le cas d'une base finie ou dénombrable,
l'écriture d'un état quelconque, là voilà, vous faites une combinaison linéaire, éventuellement infinie grâce aux bases de Hilbert. Vous avez vu les espaces de Hilbert, et vous avez vu qu'on peut donner un sens à la notion de base dans un espace de Hilbert de dimension infinie dénombrable. Comment fait-on cela? Eh bien, donc si vous... Alors, je vais noter les EI, les états propres d'une base infinie, enfin, les vecteurs d'une base infinie dénombrable, orthonormée. Alors, on appelle ça un système orthonormé total. Vous avez vu ça, j'imagine. J'avais déjà fait un petit 1, un petit 2 dans ce chapitre ou pas? Ou un grand 1, non? Il y avait une introduction, un truc comme ça, au moins. Grand 1, introduction, peut-être? Ah, on était déjà au grand 2? Petit 2, c'était quoi? État, position. Ah oui, avec un point d'interrogation. Ouais. Et ensuite, quoi? Oui. Mais il n'y avait pas de troisièmement. Alors, en faire troisièmement, rappel, base de Hilbert. Alors, une base de Hilbert dans un espace vectoriel complexe, complet pour sa norme hermitienne, muni d'un produit hermitien, complet pour sa norme hermitienne, donc un espace de Hilbert dénombrable, admet des bases de Hilbert. Qu'est-ce qu'une base de Hilbert? Par définition, c'est un système orthonormé total. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que un élément de l'espace de Hilbert peut être écrit de la façon suivante: somme sur n des En psi En avec, alors, avec la norme de psi au carré qui est égale à la somme sur n voilà, de x de psi En psi. Ça vous parle, ça? C'est-à-dire somme sur n des modules de EMC au carré. Oui? Quand vous dites somme sur n, c'est en fait la série de n égale à 1. Oui, oui, à l'infini. Ça vous parle, ça? Bien. Autrement dit, c'est très simple. Disons, la démonstration mathématique qu'on peut faire ça prend un petit peu de temps, c'est ce que vous avez fait en cours de maths, mais en gros, ça veut dire qu'on peut utiliser les bases infinies comme des bases finies avec un développement de ce type. Évidemment, pour donner un sens à un développement comme ça avec une somme infinie, il faut que cette série converge en un certain sens. Donc, il faut que la norme vérifie les propriétés qui vont bien. Il faut montrer que ça fonctionne. Mais justement, l'idée, enfin, le travail que vous avez fait en maths sur les espaces de Hilbert montre qu'il existe effectivement des bases de ce type sur lesquelles on peut donc développer n'importe quel élément de l'espace vectoriel. Et vous avez ici ce qui est l'équivalent d'une composante de ce vecteur-là sur le vecteur de base En. Hein. Donc ça, c'est la composante. Et donc de psi sur En. Et ça se
ça se comporte exactement comme en dimension finie. La composante d'un vecteur sur un autre, c'est très exactement le produit scalaire du dit vecteur, du vecteur de base sur le vecteur dont on parle. Et de la même façon, vous voyez que la norme peut s'écrire comme ceci, c'est-à-dire ça, c'est la composante étoile, donc c'est la somme des modules carrés des composantes. Et cette série converge comme il va bien, et ça donne exactement psi. Donc pour un système total, ça veut dire qu'il n'en manque pas ici dans les EN. D'une part, c'est orthonormé, c'est-à-dire que si vous en prenez deux quelconques, EI, EJ, ça fait delta IJ. Si c'est le même, ça fait 1, si ce n'est pas le même, ça fait 0. Système orthonormé, et il est total en ce sens-là, c'est-à-dire que il ne manque pas dans cette base des directions dans l'espace de Hilbert. C'est-à-dire que si vous avez En psi qui vaut 0, quel que soit n, alors psi égale 0. S'il manquait un élément de la base parmi les EI, vous pourriez avoir psi qui est orthogonal à tous les En sauf 1 par exemple, et à ce moment-là, si vous prenez ce vecteur-là, celui qui manque, eh bien lui il est orthogonal à tous les autres, mais il n'est pas nul. Donc, dire que le système est total, ça veut vraiment dire qu'il n'en manque pas, c'est-à-dire que si vous êtes orthogonal à tous les vecteurs en question, vous êtes nul. D'accord ? Enfin... Bref, si le vecteur est orthogonal, il est nul à tous. Hein, et ça se voit ici. Hein. Si évidemment ça fait 0 pour tous les nombres, la somme d'une infinité de fois 0, c'est 0. Hein. Donc le fait que le système soit total est inscrit là. Ça implique ça. Et donc, OK. Donc, alors, c'est important parce qu'on voit bien que c'est ça qui permet du coup d'écrire effectivement psi comme une décomposition sur la base de Hilbert. Encore une fois, il n'en manque pas un ici. Donc psi, c'est bien la somme de cette série. Ils sont tous là. Et donc c'est une base comme une base normale. C'est-à-dire que c'est orthonormé. Et puis, ça vérifie toutes les propriétés qui viennent. Donc on peut manipuler les bases de Hilbert comme des bases standards dans un espace de dimension finie, bien que la dimension soit infinie. C'est toute l'idée des bases de Hilbert et des espaces de Hilbert. Alors, ce qu'on va faire là, dans l'espace des états, c'est quasiment ça, sauf que la base ici des vecteurs à valeur bien définie de la position n'est plus dénombrable, mais indénombrable. Et ça pose un problème, mais on va capturer l'esprit de cette chose-là de la façon suivante. En dimension finie, un vecteur quelconque psi, donc vous avez des EI de i égale 1 à n. Un vecteur psi s'écrit comme somme des alpha i EI pour i égale 1 à n, et vous pouvez le représenter comme un vecteur colonne alpha 1, alpha 2, alpha n. En dimension infinie dénombrable, vous avez des EI, i appartient à n. Vous pouvez écrire psi selon ce développement-là, et vous pouvez représenter psi comme un vecteur colonne, mais simplement qui ne s'arrête pas. Nous, ce qu'on veut, c'est pour déterminer, pour écrire le vecteur d'état dans l'espace des états de position le plus général, ça va être pareil de dire comment se développe l'état en question sur l'ensemble des états de position possibles, l'ensemble des états à valeur bien définie de la position. Et donc, on voudrait avoir quelque chose de ce type-là, sauf qu'il n'y a pas une ligne de façon discrète par vecteur de base, mais on voudrait avoir... En fait, on voudrait... Voilà, je vais le faire comme ça. Si on avait des positions xi bien définies discrètes,
position bien définie, discrète. Pardon, j'écris un peu petit là. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond. On aurait donc un vecteur d'état général qui s'écrirait somme sur i des alpha i xi et qu'on pourrait représenter par effectivement sa contribution pour alpha 1, enfin sa composante sur x1, sa composante sur x2, x3, xn et puis jusqu'à l'infini. Sauf que ces xi sont discrets, or les x de notre représentation spatiale sont continus. Et donc l'idée, c'est de faire ça, mais plutôt que d'avoir une ligne par xi, on voudrait une ligne pour chaque x, mais chaque x continue. Comment on fait ça? On ne peut pas l'écrire, parce que le suivant, enfin, il y en a une infinité. Vous prenez deux points quelconques, il y a une infinité entre eux. Mais ça, on sait très bien gérer ça. Ça s'appelle une fonction. En fait, ce que vous voulez, c'est votre vecteur colonne. C'est un truc, alors ça part de moins l'infini et ça va à plus l'infini. Et vous voulez une valeur ici, alpha de x, correspondant à la ligne x. Mais sauf qu'il y en a une infinité, donc je peux pas les... Enfin, une infinité non dénombrable et continue, je ne peux même pas les représenter. Si, je peux les représenter, comment? Bah, comme ça, en écrivant en fait, je vais me mettre là, en fonction de x, voilà l'état. Pour ce x-là, il a cette composante-là. Pour ce x-là, cette composante-là. Pour ce x-là, cette composition. Cette composante. En fait, un état général de l'espace des états, c'est une fonction de x, tout simplement. Cet état général, qui se distribue, enfin, qui a des composantes quelconques sur l'ensemble des états possibles, c'est une fonction alpha de x, en fait. Donc, il est ce quête-là, cet état général de l'espace des états, est associé à, je vais l'appeler fonction de répartition provisoirement particulière parmi les états x, parmi ce qui serait un état à valeur bien définie x, c'est donc en fait une fonction alpha de x. OK? Pour chaque valeur possible de x, qui a une certaine composante, alpha de x. Alors, sauf qu'il faut faire attention. Quand vous êtes en mode discret, si vous faites une mesure ici de la grandeur g, enfin si ça c'est des GI, enfin disons, je suis dans une base associée à une certaine grandeur, bon, ou même là d'ailleurs x. Ici, si je fais une mesure de la position, si j'étais dans cet état-là, je trouverais à coup sûr x1. Mais si je suis dans cet état-là, combinaison linéaire avec ces coefficients-là, je vais trouver x1 avec la probabilité module de alpha 1 carré, x3 avec la probabilité module de alpha 3 carré, xn avec la probabilité module alpha n au carré, etc. Par conséquent, cet état, si l'espace était discret comme ça, devrait vérifier que la somme des probabilités vaut 1, et donc, je dois imposer somme des alpha i carré égale 1, pour i égale 1 à l'infini, si c'était discret. Quel est l'équivalent de ça ici? Je ne peux pas prendre n'importe quelle distribution là. Il faut que la probabilité de mesurer une certaine valeur, enfin, si je fais la mesure de x, je vais trouver quelque chose. Il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. Mais la somme des probabilités, vous voyez bien que la probabilité, ça ne peut pas être module de alpha de x carré. Si ça, c'est la probabilité de mesurer x, et si ça, c'est la probabilité de mesurer x', et puis, bref,
une fonction comme ça, si vous faites la somme de toutes ces valeurs-là, la somme de nombres, ça fait évidemment une infinité, puisqu'il y a une infinité de nombres possibles. Donc, c'est l'intégrale qui doit être finie. C'est-à-dire que, donc ça, c'est pas bon. Ce que vous allez exiger, c'est que la somme des modules au carré de psi de x carré dx, de moins l'infini à plus l'infini, soit égale à 1. En tout cas, soit fini. Après, sinon, vous divisez par ça. Vous divisez par cette somme si vous voulez que ça fasse 1. Mais en tout cas, ça ne doit pas diverger. Et donc, vous voyez qu'en fait, ce qui joue le rôle de module de alpha i carré, c'est module de psi de x carré fois dx. Ça va être la probabilité d'obtenir un résultat entre x et x plus dx lors d'une mesure de la position. Bon, la gestion du tableau est un peu bizarre aujourd'hui. Je m'en excuse. Je suis déjà un peu au Japon, donc j'écris un peu dans des sens bizarres. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que de même que lorsque vous avez une base discrète, l'état le plus général, il s'écrit comme une certaine distribution des composantes, une certaine valeur de l'ensemble des composantes sur chacun des vecteurs de base. De même, si vos vecteurs de base, mais il va falloir généraliser la notion de base, ne sont plus discrets mais continus, eh bien, c'est exactement le même principe. Un état général, il va avoir différentes composantes sur les différents états possibles. D'accord ? Et donc, comme c'est continu, ce n'est pas juste une suite de valeurs alpha i, c'est une fonction alpha de x qui dit quelle est la composante sur chacune des valeurs x. OK ? Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions là? Vous voyez l'idée, il faut vraiment voir l'idée. Donc, ça veut dire du coup, bon, tant que j'y suis, je vais continuer à aller vers la gauche, ça veut dire qu'en fait, l'espace des états de position du système c'est l'espace des fonctions sur R, l'espace des fonctions alpha x, mais qui vérifie la propriété que ça, c'est fini. Donc, est l'espace des fonctions sur R. De même que les coefficients ici peuvent être complexes, les coefficients là peuvent être complexes, et donc alpha de x, a priori, c'est un nombre complexe. Donc, c'est des fonctions de R dans C. Et il faut que la somme des modules au carré des coefficients converge, c'est-à-dire qu'il faut que la fonction soit de carré sommable. L'espace des fonctions de R dans C de carré sommable. C'est-à-dire l'ensemble des fonctions phi de x telles que somme des modules de phi de x au carré dx convergent strictement plus petit que l'infini. OK? Mais cet espace-là, vous le connaissez. C'est L2 de R. Je suppose que vous avez vu cet espace en détail.
Vous connaissez son produit hermitien, vous connaissez la norme, vous savez travailler avec cet espace-là. Donc vous voyez qu'en fait, c'est complètement naturel que l'espace des états de position, qui permet d'avoir comme n'importe quel état de cet espace, est en fait une certaine fonction de répartition de l'état sur les différentes positions, c'est-à-dire une fonction alpha de x. Il est très naturel que l'espace des états de position, en fait, c'est L2 de R, puisque c'est n'importe quelle fonction, n'importe quelle répartition, à condition que la somme des modules au carré des coefficients converge. Sinon, vous ne pouvez pas normer, vous pouvez pas, la somme des probabilités tend vers l'infini, ça n'a pas de sens physique. Donc en fait, c'est complètement naturel, et on va donc partir de là maintenant pour voir ce qu'on peut dire au sein de cet espace, et comment traiter, le problème du continu, parce que ça pose effectivement des problèmes. Et le problème, il se manifeste immédiatement lorsque vous réalisez que cet espace L2 de R, j'arrive tout de suite, cet espace L2 de R, il est de dimension dénombrable. Vous le connaissez, cet espace de Hilbert. Vous l'avez étudié, et vous avez vu qu'il était de dimension infinie, mais dénombrable. Il existe des bases dénombrables de cet espace-là. Et s'il existe des bases dénombrables, il n'existe pas de base non dénombrable. Et la dimension de l'espace, c'est la dimension de l'espace. Cet espace vectoriel, parfaitement bien identifié, dans lequel vous savez calculer, dans lequel on sait définir un produit hermitien. Alors attendez, c'était le troisièmement rappel. Alors on va faire quatrièmement espace des états. À moins que ce soit déjà un grand 2. Ça mériterait peut-être un grand 2. Non, pas tout de suite. Ok, non. Alors, espace des états de position. Donc, l'espace des états de position d'un système quantique est l'espace de Hilbert L2 de R, l'espace donc des fonctions de R à valeur complexe de carré sommable qui est de dimension dénombrable. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, généralement, on inclut dans la définition d'espace de Hilbert qu'il soit de dimension dénombrable, dans quel cas c'est juste redondant, donc je le mets entre parenthèses. Donc il existe des bases discrètes. Et vous avez dû, je pense, voir dans un TD peut-être, ou même en cours, vous avez dû voir des bases de Hilbert de cet espace. Des polynômes de Hermite ou des choses comme ça. Donc il existe des bases bien identifiées. Donc il existe des bases de Hilbert. Que vous pouvez noter En comme ceci. Hein. Pour N dans N. Dans N ou N étoile, comme vous voulez, enfin peu importe, une infinité. Et donc, chaque état phi de l'espace des états peut s'écrire par son développement sur cette base-là, c'est-à-dire psi égale somme des alpha n En, pour n dans n étoile, avec alpha n, la composante suivant En, qui n'est rien d'autre que En scalaire psi. D'accord? Comme en dimension finie,
grâce à l'utilisation des bases de Hilbert. Vous aviez levé la main, vous avez toujours la question? Comme ça? En fait, je vais baisser l'autre là-haut, comme ça je vais pouvoir monter. Ah! Oh, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ah non, c'est pas vrai. Bon, allez. Ok. Ouais. Ouais. On doit être dans L de 2R parce que la fonction, celle qui est tout là-haut, la fonction de répartition sur tous les x, doit être, de même que lorsque vous écrivez un état comme ça, vous devez avoir somme des modules de alpha i carré qui est fini. Ça doit converger ce truc-là, ça doit exister, ça doit converger. De la même façon, lorsque les GI sont plus discrets mais continus, vous devez avoir la somme des modules de alpha de x carré qui est finie. D'accord? Pardon? Si j'ai bien compris, alpha de x au carré n'existe pas comme somme. On doit Si, ça existe. Enfin, je ne sais plus ce qu'il faut que vous voyez ou vous ne voyez pas. Écoutez, vous rattraperez, parce que là, je suis perdu dans mes tableaux. Je réponds à votre question. Donc, un état, c'est un élément de cet espace des états. Donc ça, c'est une fonction. Donc, chaque état, psi, est en fait une certaine fonction, enfin est associée à une certaine fonction. Enfin, chaque état physique est associé à un élément de cet espace de Hilbert, c'est-à-dire est une fonction. Donc c'est pas chaque vecteur d'état. Voilà, chaque vecteur d'état est en fait une certaine fonction psi de x. Enfin, la fonction, c'est la fonction x donne psi de x. Soyons précis. On aura besoin après. Chaque état psi est en fait une certaine fonction x donne psi de x, telle que module de psi de x carré dx de moins l'infini à plus l'infini existe. Alors, quelle était votre question, du coup? Pourquoi est-ce qu'on doit intégrer et pas sommer? Ben, c'est une somme. Mais on veut enlever le dx. On ne veut pas avoir une multiplication par quelque chose qui a quand dx a une longueur. Si vous enlevez des x, ça ne convergera jamais. Hein. En fait, l'équivalent d'une somme discrète en continu, c'est une intégrale. Mais vous avez, enfin, si c'est ça que vous avez en tête, vous avez raison. Ce psi de x, du coup, ça n'a pas, enfin, ça a une dimension qui est telle que, enfin, qui est 1 sur dx. Si x a une dimension, psi de x, en fait, a la dimension 1 sur racine de dx. Bon, soit. Donc, on récapitule. Chaque état d'un système physique, chaque état de position est associé à un vecteur d'état dans l'espace de Hilbert qui n'est rien d'autre que L de 2R. Et donc à chaque état est associée une fonction x donne psi de x. Bien. Alors on pourrait s'en tenir là, puisque cet espace on le connaît bien, il a des bases de Hilbert. Et donc, je prends une base quelconque, et puis j'écris le vecteur comme ça. Oui, ça c'est bien,
Mais les bases de Hilbert, de cet espace L de 2R, ne correspondent pas à des valeurs bien définies de x. C'est des fonctions particulières. Vous avez eu par exemple les polynômes de Hilbert. Ben, il y a le polynôme de degré 1, le polynôme de degré 2, le polynôme de degré 3, qui sont à chaque fois des polynômes qui ont une certaine valeur sur tout l'espace et qui n'ont rien à voir avec des positions localisées. Donc, c'est très bien, ça fonctionne. Toute la physique peut être entièrement faite avec des bases particulières, des bases de Hilbert standard. Le seul problème, c'est que ces bases n'ont pas beaucoup d'intérêt physique dès lors qu'on s'intéresse à la localisation des objets, parce que ces bases ne correspondent pas à des positions localisées. Donc, or pourtant, on a quand même une notion de localisation, et cette notion de localisation correspondrait à une fonction de x. Alors, donc, voilà un état de position, en voilà un autre. D'ailleurs, ça peut être négatif, hein. Et en plus, je représente ici une valeur, mais en fait, c'est une valeur complexe, hein. Donc, en fait, il faudrait mettre une autre dimension avec la phase. Donc, voilà des états possibles dès lors que la somme du modulo carré est finie. Mais on aimerait bien pouvoir travailler avec des fonctions de type comme ça, là, qui sont très localisées sur une certaine valeur de x, x0, et si possible, très localisées sur la position x0. Ça, c'est aussi une fonction qui est parfaitement définie, qui est une fonction de L de 2R, dès lors que la somme de son modulo carré est finie. Alors, oui. Mais on ne va travailler que sur un sous-ensemble de L de 2R. Non, tout L de 2R. On a que ceux qui ont l'intégrale égale à 1. Non. Si vous normez l'état, si la norme est finie, vous pouvez diviser par la norme et maintenant ça devient un truc de norme 1. Le truc, c'est que l'espace de Hilbert, enfin, c'est pas un espace de Hilbert si vous imposez que la norme est égale à 1, parce que vous pouvez même plus multiplier par 2. Si vous avez un vecteur, 2 fois le vecteur, c'est encore un vecteur. Donc, vous ne pouvez pas définir un espace de Hilbert avec des fonctions de carré sommable, de carré 1. Donc, l'espace de Hilbert, c'est l'ensemble des fonctions de carré sommable, et dedans, vous avez des états qui sont normalisés, d'autres qui ne le sont pas, mais comme c'était le cas aussi dans le cas discret. Okay. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors, ce qu'on aimerait bien, ce qu'on appellerait état à position bien définie, ce serait quoi? Ce serait l'état X qu'on recherchait au début, déjà la semaine dernière. L'état X, ce serait un état, si vous mesurez la position, vous êtes sûr que vous êtes sûr de trouver X, et vous êtes sûr que c'est rien d'autre. C'est-à-dire, enfin, l'état X, l'état à position X bien définie, serait un état dont la composante sur tous les X différents, sur tous les X' avec X' différents de X, fasse 0. Et, par contre, X scalaire X, ce serait 1. Ça, c'est la base formidable qu'on aimerait avoir s'il y avait des états à valeur de position bien définie. Ce serait une base orthonormée de ce type, là, une généralisation de base orthonormée, où si c'est une autre position, ça fait 0, si c'est la même position, ça fait 1, c'est une base orthonormée. Sauf que ça, si vous regardez, c'est pas possible, parce que si vous avez une fonction qui vaut 0 partout, du coup, la fonction qui correspond à ça vaudrait, en x, elle vaudrait 1.
Donc ça, ce serait le alpha de x pour l'état particulier. Alors, je vais mettre x0 pour... L'état x0 qu'on voudrait, ce serait cette fonction-là, qui vaut 0 partout, et qui vaut 1 ici, et puis 0 partout. Ce serait ça. Le problème, c'est que si vous faites l'intégrale de ça, somme de module de alpha de x carré dx, je vais l'appeler alpha 0, celle-là. Hein. Celle-là. Ça fait combien, ça? Ça fait 0. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intégrale de Lebesgue ou... Oui? Enfin, mais même en Riemann, de toute façon. L'intégrale d'une fonction qui vaut 0 partout et 1 quelque part, 1 ou 12 ou moins 515, ce que vous voulez, si la fonction est non nulle sur un espace de mesure 0, l'intégrale est nulle. Mais ça, c'est censé être la norme du vecteur, la norme du vecteur d'état. Si la norme du vecteur d'état est 0, c'est le vecteur nul. Donc cette fonction-là est indistinguable de la fonction 0 partout, où il n'y a pas de particules du tout. Donc ça ne va pas. Alors, la solution à ça, c'est que on veut ça, certes, mais on veut que la somme des x0 dx soit égal à 1. Enfin, un module carré, pardon. Ah, merde. C'est compliqué. J'essaie depuis le début d'éviter les notations avec les distributions. Ça rend les choses un peu délicates. On veut ça égal à 0. Mais on veut quand même si c'est ça, on veut que la somme de moins l'infini à plus l'infini de module de alpha de x carré dx égale 1. Donc on veut que l'intégrale ici soit égale à 1, bien que ce soit 0 partout sauf en un point. Bien ça, c'est la distribution de Dirac. En fait, la solution, je l'écris comme ça. La solution est la distribution de Dirac delta de x moins x0. Ouais. Donc on veut en fait x0. Voilà. Alors il y a plusieurs façons d'introduire cette distribution. Par la théorie des distributions, en tant que forme linéaire sur l'espace des fonctions. On va le faire dans un instant quand on va parler de bras généralisés, parce qu'il faut quand même qu'on mette un peu de formalisme mathématique dedans. Mais sinon, vous avez sans doute vu l'introduction des distributions de Dirac en physique déjà. Vous avez simplement une fonction qui se rapproche de plus en plus... Alors, voilà. Qui se rapproche de plus en plus d'un truc extrêmement piqué sur 0, mais avec une intégrale qui vaut toujours 1. D'accord? Donc vous avez une distribution dans l'espace des positions, enfin sur les différentes positions possibles, qui est piquée sur x0. Vous pouvez piquer encore davantage, mais l'intégrale doit toujours être égale à 1. Donc vous voyez bien qu'en fait, à la limite, vous allez avoir effectivement 0 partout, et ici, vous allez avoir l'infini. Mais ce n'est pas une fonction, un truc qui vaut 0 partout et qui vaut l'infini quelque part. L'infini, ce n'est pas la valeur d'une fonction.
Donc, ce n'est pas une fonction, c'est une fonction généralisée. Fonction généralisée qui reçoit une définition extrêmement précise dans la théorie des distributions et qui vérifie la propriété, effectivement, que, et ça c'est sa définition en termes de distribution, somme de moins l'infini à plus l'infini d'une certaine fonction f de x fois delta de x moins x0 dx, ça c'est f de x0. Oui ? Bon, donc il se manifeste assez naturellement. Ce qu'on aimerait qu'il soit un état à position bien définie. Voilà comment ça doit se manifester. Ça doit avoir un produit scalaire nul avec toutes les autres positions et normalement 1 avec lui-même, mais ça c'est pas possible. En fait, c'est plutôt l'infini, mais du coup c'est pas une fonction. Donc le problème c'est que les états à valeur bien définie qui apparaissent naturellement dans le raisonnement physique ne sont pas des états possibles parce que ce n'est pas un élément de L2 de R. Le problème c'est que ça n'appartient pas à L2 de R. Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction, tout simplement. Ce n'est pas une fonction à valeur complexe. Puisque c'est une fonction à valeur complexe dans tous les points qui ne sont pas x0, ça vaut 0. Mais en x0, ça n'a pas de valeur. Ce serait l'infini, ça tend vers l'infini. Donc ce n'est pas une fonction. C'est pas une fonction de L2 de R. Donc, les états à valeur bien définie, ce qu'on aimerait qu'il soit un état à valeur bien définie, en fait, ce n'est pas un état possible du système, puisque l'ensemble des états possibles, c'est l'ensemble des fonctions de L2 de R, et cet état-là, cette distribution, ce n'est pas une fonction, justement, c'est un autre outil mathématique, c'est une distribution. Alors, comme je l'ai dit avant, on pourrait complètement négliger tout ça, on s'en fiche. On a notre bon espace des états, c'est L2 de R, et il existe des bases parfaitement manipulables, des bases standards, dénombrables. On pourrait tout faire avec ça. Sauf que si on fait ça, on perd l'intuition physique de la position, de la notion de localisation, alors qu'en fait, il suffit d'introduire le formalisme des distributions pour arriver à manipuler des objets qui sont certes pas des éléments de L2 de R, mais sur lesquels on va pouvoir représenter néanmoins tous les éléments de L2 de R. Donc on va en fait introduire une base généralisée, c'est-à-dire que ce n'est pas une base de l'espace des états, toutes les bases de l'espace des états sont dénombrables. Mais on va introduire des éléments mathématiques en nombre non dénombrable, mais pour lesquels on peut écrire chacun des vrais états, c'est-à-dire chacune des fonctions de L2 de R, comme une combinaison linéaire continue, avec une intégrale au lieu d'une somme, de ces éléments-là. Donc ces éléments n'appartiennent pas à l'espace des états, mais permettent d'écrire tous les éléments de l'espace des états, comme si c'était une base pour cet espace. Donc ça, en fait, c'est une base de l'espace des états, mais dont les éléments sont extérieurs à l'espace lui-même. Alors, on va formaliser ça, et si ce n'est pas encore clair, ça va le devenir. Alors, espace des états de position, oui. Ça. Qu'est-ce que vous dites? Ah, de ne pas effacer là, oui, d'accord. Ok. Oui. Ça, c'est ce que je viens d'écrire, donc OK.
Alors, oh là 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 là. Ok. Oh là là, oh là là. Bon. Alors, grand 2. Donc l'espace des états, j'ai rien d'autre à en dire, il est parfaitement bien défini. C'est l'espace L2 de R, qui est un espace de Hilbert standard de dimension dénombrable. Alors, grand 2, bras et quête généralisée. Je vais commencer par un rappel sur la notion de bras. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bras? Vous vous souvenez? Un bras, c'est une forme linéaire continue sur l'espace de Hilbert. Donc, vous avez l'espace de Hilbert H, vous avez son dual topologique, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne sais pas si on a prononcé ce mot-là. Ça vous parle, dual topologique? Non? C'est l'espace des formes linéaires continues sur H. Ah mince, la seule chose que j'ai pas... Merde. Ça aurait été bien que je mentionne le produit scalaire dans l'espace L2 de R, mais vous le connaissez. Hein, le produit scalaire de deux fonctions, c'est somme de f et g, c'est f étoile g. Ok. Bon, rajoutez-le, j'aurais dû l'écrire là, mais... Bon. Alors, par définition... un bras est un élément de H'. Tout simplement. Enfin, c'est une autre façon de... Un bras, c'est juste un élément de H'. Tous les éléments de H' sont appelés bras. C'est juste un mot comme un autre, mais vous vous rappelez pourquoi on a appelé ça comme ça. Enfin, M. Dirac a appelé ça comme ça. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple dans l'espace de Hilbert qui nous intéresse ici, c'est-à-dire L2 de R. Je vais prendre comme exemple une forme linéaire. Donc une forme linéaire, c'est une fonction qui prend un élément de l'ensemble et qui en fait un nombre. D'accord? Alors, je vais l'appeler grand F, la forme linéaire. Alors, j'avais pris quel exemple là? Bon. Donc, c'est de L2 de R dans C, c'est linéaire et ça doit être continu, tel que à tout élément, à toute fonction psi, donc ça c'est une fonction qui à x associe psi de x, hein, une fonction de L2 de R et de carré sommable, à tout psi, je lui associe somme de psi de x e puissance moins x2 dx, par exemple. D'accord? Si j'ai une certaine fonction de carré sommable, bien évidemment, ça c'est aussi, cette intégrale existe, puisque même sans ça, ça existe. Donc en tuant en plus à l'infini par une exponentielle comme ça, c'est évidemment que ça converge. Donc, et ça, c'est donc une intégrale qui converge, c'est donc un nombre, c'est un certain nombre qui appartient à C. Donc ça, c'est une parfaite forme linéaire qui prend une fonction et qui en fait un nombre. Et cette forme linéaire, on peut montrer facilement qu'elle est continue. Hein. Si vous variez continuellement la fonction psi, au sens de la norme là-dedans, vous allez avoir une variation continue du nombre que vous obtenez ici, au sens de la norme dans C. Enfin, c'est complètement évident.
Et ça, vous pouvez voir en fait que ce n'est rien d'autre, cette forme linéaire, la f de psi, ce n'est rien d'autre en fait que le produit scalaire, voilà, de g avec psi, ou g, ou le ket g, c'est-à-dire l'élément de L2 de R qui est g, c'est la fonction x donne e puissance moins x2, et voilà, d'accord? Donc voilà une forme linéaire, et en particulier, cette forme linéaire, il se trouve que ce n'est rien d'autre que faire le produit scalaire avec cette fonction-là. OK. Alors, je l'avais mentionné, je pense que vous le savez ou vous vous en souvenez, il y a le théorème de représentation de Riesz qui dit une chose extraordinaire, qui dit que les seules formes linéaires continues possibles sont les produits scalaires avec certaines fonctions. Donc, ce qui est vrai ici, cette forme linéaire, c'est le produit scalaire avec G. En fait, si vous prenez n'importe quelle autre forme linéaire, il existe une certaine fonction, telle qu'en fait, cette forme linéaire, c'est le produit scalaire de la fonction en question avec psi. OK? Donc, théorème de représentation de Riesz. Toutes les formes linéaires continues sont des produits scalaires avec une certaine fonction. Ce sont des produits scalaires, 3 petits points. Bon, voilà. OK, alors maintenant je vais vous montrer une autre forme linéaire. Oui? Là en bas? OK. Donc deuxièmement, brin généralisé. Mais il y a aussi la fonction linéaire psi qui donne psi de x, qui n'a pas de forme linéaire. Alors j'y viens. Brin généralisé. Voilà. Donc je vais considérer maintenant soit la forme linéaire, enfin, que je note delta indice x0, donc de L2 de R dans C, qui à toute fonction f, toute fonction phi, donc x donne phi de x, associe le nombre phi de x0. Ceci est une parfaite forme linéaire. Ça prend une fonction, ça en fait un nombre. Et puis c'est linéaire, puisque si maintenant je prends la fonction phi1 plus lambda phi2, ça va me donner phi1 plus lambda phi2 de x0, c'est-à-dire phi1 de x0 plus lambda phi2 de x0, c'est-à-dire la combinaison linéaire des images, enfin bref, ok. Donc c'est linéaire, c'est une forme, elle est linéaire, c'est donc une forme linéaire. Question, à quel produit scalaire, enfin c'est le produit scalaire avec quelle fonction ça? Alors c'est pas le produit scalaire avec une certaine fonction. Est-ce que ça contredit ça? Non. Le théorème de Riesz dit que toutes les formes linéaires continues, tous les éléments du dual topologique sont des produits scalaires avec une certaine fonction. Ici, cette forme linéaire, elle est formidable. C'est une forme, elle est linéaire, mais elle n'est pas continue. Elle n'est pas continue sur l'espace L2 de R. Vous pouvez trouver facilement, peut-être que vous avez fait ça dans un TD de maths d'ailleurs, vous pouvez trouver facilement une suite qui converge, une suite de fonctions qui convergent vers la fonction 0, dont néanmoins cette fonction, enfin, mais dont les phi de x0 ne tendent pas vers 0. Hein, c'est très simple, en fait, il suffit de prendre une fonction
autour de x0, qui vaut toujours 1 en x0, mais qui se rapproche de plus en plus, là, vous faites tendre vers l'infini, là, enfin, vous rapprochez de plus en plus. À la limite, la fonction, elle va valoir 0 partout et 1 là, mais cette fonction, elle est équivalente à la fonction nulle, puisque son intégrale est nulle, d'accord? Donc dans L de 2R, c'est la fonction nulle, en fait. Alors que phi de x0, enfin, phi n de x0 pour toutes les phi n, ça vaut 1, et donc la limite de phi n de x0, c'est 1. Donc, cette forme linéaire, qui est parfaitement bien définie, elle est formidable, sauf qu'elle n'est pas continue. Néanmoins, c'est une forme linéaire. Alors, l'idée du bras généralisé, c'est d'associer ça néanmoins à un bras, en tant que forme linéaire, pas continue, d'accord, mais c'est une forme linéaire. Et donc ça, cette forme linéaire, on la note x0 comme ça. On la note bras x0. Donc cet objet n'est pas un élément du dual topologique de H', mais c'est une forme linéaire et donc c'est parfaitement bien défini mathématiquement. Alors, à partir de ce bras généralisé, on va faire un quête généralisé maintenant. Et le quête associé à ce bras va être justement notre quête x0 qui serait l'équivalent d'une position, d'un état à position bien définie. Oui? Vous voulez monter ça, c'est ça? Mais pas trop? Oui? Mais le quête généralisé ne va pas être une vraie fonction tant que le bras Absolument. est défini. Exactement. Ça ne va pas être une vraie fonction, mais on peut lui donner un sens mathématique grâce à ça, justement. C'est ça toute l'idée. Donc, bras généralisé. Maintenant, quête généralisée, troisièmement. Alors, on peut fabriquer des bras généralisés comme ça à partir de toutes les distributions tempérées. Mais j'imagine que vous n'avez pas encore vu cette notion. En tout cas, là, vous avez une distribution qui est justement une forme linéaire. Hein. Si vous avez vu la définition des distributions, je pense que vous l'avez introduite en maths via les formes linéaires. Donc, c'est juste une distribution comme une autre. Et vous voyez qu'on peut faire un bras généralisé avec cette distribution-là. On peut le faire en fait de façon plus générale avec tout un tas de... En fait, avec toutes les distributions dites tempérées, mais on aura juste besoin de celle-là, donc je ne vais pas introduire autre chose, ce n'est pas la peine. Ok, alors... Dans le cas où l'espace de Hilbert, c'est L2 de R, il est possible... On peut associer à un bras généralisé un quête généralisé de la façon suivante. En fait, en se servant justement de l'action de la distribution correspondante, en se servant du produit scalaire. Prenons d'abord des bras et des quêtes standards. Soit deux quêtes phi et psi. À chaque quête, on peut associer un bras. Et
donc ça c'est des quêtes standards, pas généralisées, des vraies quêtes, des éléments de L2 de R. À ce moment-là, je peux écrire phi psi. Bah tiens, ça va être l'occasion de l'écrire, ce fameux produit hermitien dans l'espace L2 de R. Ça, c'est juste la somme de moins l'infini à plus l'infini de phi étoile de x, psi de x dx. Ok? Ouais. Non, non, le quête généralisé n'appartient pas à L2 de R. Mais là, donc, je vais montrer comment construire un quête généralisé à partir d'un bras généralisé. Et pour ça, je fais un rappel préliminaire du lien entre quête et bras. Vous allez voir, vous allez voir. Ceux-là, ils sont non, ouais, de quêtes normaux. Donc, phi psi, c'est ça. Et psi phi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est phi psi étoile. OK? Eh bien, pour notre bras généralisé, on va définir un quête associé. Ah. Donc c'est la suite de là-bas. Hein. De même, on définit le quête généralisé x0 par, quel que soit phi, quête normale, phi x0 égale x0 phi étoile. OK? Tout simplement. Si ça, c'était un vrai bras, qui serait donc associé à un vrai quête, on aurait ça. Alors ça, c'est pas un vrai bras, mais c'est un bras généralisé, c'est un truc bien défini, c'est une forme linéaire, juste elle n'est pas continue. OK, pas continue. Mais donc c'est une forme linéaire bien définie. Donc ça existe. Eh bien, je définis le quête associé à ce bras par la propriété qu'il vérifierait si c'était un vrai quête associé à un vrai bras. Donc c'est pas un vrai bras, c'est un bras généralisé. Eh bien, ça fait pas un vrai quête, ça fait un quête généralisé. Mais c'est parfaitement bien défini. D'accord ? Donc, alors attention, x0 n'appartient pas à L2 de R. Mais c'est un truc parfaitement bien défini justement comme ça. Alors, voilà. On dit que x0 est un quête généralisé. Plus exactement, c'est le quête généralisé associé au bras généralisé x0 dans l'autre sens. Est-ce que c'est suffisant pour bien définir le quête généralisé? Oui, alors il faudrait montrer que ceci caractérise entièrement un objet mathématique, mais c'est le cas en l'occurrence. Mais je suis d'accord que je ne l'ai pas fait. En fait, ça définit justement une distribution, enfin, en tant que fonction généralisée. Ça, c'est la partie que je vous laisse voir en mathématiques. Le fait
le fait que ça définisse bien quelque chose et quelque chose d'unique, il faudrait le montrer, mais je vous l'affirme, parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps. Mais via les distributions, en fait, c'est une évidence. Dès lors qu'on réalise que ça, c'est une distribution. Et du coup, tout ce que nous donne la théorie des distributions peut se récupérer, et ça devient une conséquence tout à fait immédiate. Ok, alors, bah voilà. Donc je vais quand même mettre attention. X0 n'appartient pas à L2 de R. Il n'est pas associé à une fonction. Il n'est pas associé à une fonction, mais à une fonction généralisée, si on veut. Enfin oui, une fonction généralisée, qui est justement la distribution delta de x moins x0. Ok. Donc en fait, on trouve dans ce formalisme tel qu'il se présente en physique quantique, on trouve les deux aspects de la notion de distribution. Un aspect forme linéaire, c'est-à-dire objet qui agit sur un espace de fonction pour faire un nombre via une intégrale. Donc il y a l'aspect forme linéaire qui donne en fait le bras x0. Et il y a l'aspect fonction généralisée, le delta de x moins x0 tel qu'on se le représente généralement. C'est une fonction qui vaut 0 partout et qui vaut l'infini juste en x0. Mais sauf que justement, ce n'est pas une fonction. Donc il y a deux façons de voir cette distribution de Dirac delta de x moins x0. D'une façon en tant que fonction généralisée, et ça c'est le ket x0. Et une façon en tant que distribution, c'est-à-dire forme linéaire, agissant sur l'espace des fonctions, et ça, c'est le bras x0. Donc vraiment, c'est au cœur de tout ce formalisme. Il y a la distribution de Dirac, et ses propriétés mathématiques entraînent toutes les belles choses qu'on va voir en manipulant ces bras et ces quêtes généralisées. Ok, quatrièmement, alors de la même façon, on va définir les bras et les quêtes impulsion. Bras et quête généralisée impulsion. Alors, je vais vous présenter maintenant. Donc là, on a vu les bras généralisés et les quêtes généralisées position. Et ça correspond à notre notion de position standard. Là, je vais vous introduire des quêtes et des bras généralisés que j'appelle impulsion, mais il faudra un jour montrer que ça correspond bien à notre notion physique d'impulsion. Je ne vais pas le faire là, parce que je vais juste, pour l'instant, les introduire mathématiquement, mais on verra que on ne les introduit pas par hasard, c'est qu'ils ont exactement le comportement qu'on voudrait pour parler d'impulsion en physique classique. Alors, petite définition. Donc je vais considérer la fonction, soit la fonction oméga indice P, la fonction qui à x associe, alors je vais prendre la bonne normalisation. Alors je ne sais pas dans quel sens vous avez défini les transformés de Fourier en maths. Vous avez fait les transformés de Fourier. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous ayez fait 1 sur racine de 2pi, e puissance moins i kx, f de x. Yes! Parce que on peut ou pas mettre le racine de 2pi, mettre 2pi, on peut mettre plus ou moins le... Bon alors, si on est d'accord, c'est formidable. Donc, 1 sur racine de 2pi, e puissance moins i kx, moins i kx. Alors, le seul truc, c'est que je vais changer k en p sur h bar.
juste pour des raisons dimensionnelles, mais c'est la même fonction, et du coup, donc P sur H bar, et du coup, pour la normalisation, il faut mettre un H bar ici aussi. Mais c'est juste, c'est le E puissance moins IKX, c'est-à-dire ça, l'intégrale de ça fois une fonction, ça donne sa transformée de Fourier. D'accord ? Bon, en tout cas, c'est une fonction comme une autre. Alors, comme une autre, sauf qu'elle n'est pas de carré sommable. D'accord ? Oméga P n'appartient pas à L de 2R. Parce que le module de ça, c'est 1 sur racine de 2pi h bar. Le module au carré, c'est donc 1 sur 2pi h bar. Si vous intégrez de moins l'infini à plus l'infini une constante, c'est sûr que ça ne va pas converger. Donc, ce n'est pas une fonction de carré sommable. Par contre, c'est une fonction bien définie, localement intégrable, sans aucun problème. C'est une fonction, elle n'est pas dans L de 2R, qu'à cela ne tienne. Alors justement, ça va être notre fonction généralisée. C'est une autre fonction, enfin, notre x0, ce n'est pas une fonction, c'est une distribution, mais on en fait un quête généralisé. Ça, c'est une fonction, mais pas de carré sommable, mais on en fait un quête généralisé. Alors, pour définir le quête, je vais d'abord définir le bras, et après, on va définir le quête comme on l'a fait avant par le produit scalaire avec l'étoile. Alors, donc, je définis cette fonction. OK, c'est une fonction, très bien. Et maintenant, je vais définir la forme linéaire. Donc, oméga P n'appartient pas à L de 2R, mais définit une forme linéaire. Alors, plus exactement, ça définit une forme linéaire sur L1 inter L2. Peu importe mathématiquement, c'est juste pour être un peu rigoureux ici. Alors, la forme linéaire, je vais le mettre entre parenthèses, on s'en fiche. La forme linéaire en question, je vais la noter grand oméga P. Donc, ça définit une forme linéaire que voici. Alors, une forme linéaire, c'est quoi? Ça prend une fonction, ça fait un nombre. Donc, oméga P, c'est la forme linéaire qui a une fonction de L de 2R, associe un nombre, défini comment? Alors, allons-y. Pour le quai de phi, c'est-à-dire la fonction x donne phi de x, ça associe le nombre particulier qui est somme de moins l'infini à plus l'infini de oméga p de x, phi de x dx. C'est-à-dire, compte tenu de ce que vaut oméga p de x, vous voyez que ça, ce n'est rien d'autre que phi tilde de p, c'est-à-dire la transformée de Fourier de phi en p, enfin évaluée au point p. D'accord ? Ça, c'est une forme linéaire. C'est une forme, elle prend une fonction, elle va danser. Et elle est linéaire parce que si vous faites phi 1 plus lambda phi 2, bah, l'intégrale est linéaire, donc ça va faire, d'accord, ça appliqué à phi 1 plus lambda, ça appliqué à phi 2, donc c'est évidemment linéaire. Et du coup, bah, je vais la noter P comme ça. Je la note bras généralisé P. D'accord ? Donc c'est exactement comme tout à l'heure. J'ai une forme linéaire. Alors elle n'est pas continue non plus. Hein, en tout cas sur... Enfin bon. Pour la même raison, je vais écrire un truc, vous allez voir tout de suite l'analogie.
peux effacer là? Alors évidemment, hein, ça dépend de P, puisque c'est la fonction oméga P dépend de P, et c'est l'évaluation de la transformée de Fourier en P. Donc, on avait... Oui? Oui, il faut que ce soit aussi dans L1 de R pour que ça converge. Mais ça permet de définir quand même cette forme linéaire. C'est-à-dire, en fait, on peut étendre la transformée de Fourier aux fonctions de L2 de R. Par continuité, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, la transformée de Fourier dans L2 de R. En principe, toutes les fonctions de L2 de R n'ont pas une transformée de Fourier. Mais on peut, une transformée de Fourier directe en faisant cette intégrale. Mais on peut, on peut définir une transformée de Fourier dans L2 de R en l'approchant par des fonctions qui en ont une, etc. Enfin, vous verrez ça en maths tranquillement. Ce n'est pas la peine qu'on rentre dans ces détails, mais il y a moyen de définir une transformée de Fourier générale, et donc c'est exactement ça l'idée ici. Alors, donc on a les brins généralisés. Donc on a vu x0 qui, appliqué à une fonction psi quelconque, donne psi de x0. Et on va prendre maintenant P0 par exemple. C'est le brin généralisé qui, appliqué à une fonction psi, donne sa transformée de Fourier. Donc ce sont deux formes linéaires tout à fait standards. Il y en a une qui donne la valeur de la fonction au point considéré et l'autre qui donne la valeur de la transformée de Fourier de la fonction au point considéré, enfin à l'impulsion considérée. Quel que soit psi, hein. OK? Bon, eh bien, de la même façon, on peut définir le ket généralisé associé. Cela permet de définir le ket généralisé associé. x0, donc on l'a vu, hein, c'est défini par phi x0, c'est x0 phi étoile. Donc ça permet de faire des calculs avec des quêtes et des bras comme si c'était des quêtes et des bras normaux. Et de même, le quête P0, défini pareil, hein, par le fait que P0, phi P0, c'est P0 phi étoile. Et donc ce P0 là, il suffit de réécrire la transformée de Fourier. P0 phi, c'est ça. Donc P0 phi, quand je dis P0 phi, je veux dire ça. Ça, c'est ce qu'il y a là-bas. Donc ça, étoile, c'est en fait phi étoile de P0, phi tilde de P0 étoile. Et donc ça, en fait, ce n'est rien d'autre que la fonction oméga p, en fait. Hein? Si vous écrivez ce produit scalaire comme un produit scalaire de fonctions, ça va vous faire somme de phi de x, étoile, oméga p
c'est 1 sur racine de pi h bar e puissance moins i px sur h bar dx. Et ça, c'est bien phi avec un P0 ici. Et ça, c'est bien phi tilde de P0 étoile. Bon, bref, on retrouve oméga P. Donc, on a défini les quêtes généralisées de façon parfaitement claire. Le quête x0 associe à psi sa valeur en x0. Le quête P0 associe à psi la valeur de sa transformée de Fourier en P0. Et les bras généralisés sont ceux qui sont les espèces de fonctions généralisées. Alors, celle-ci, c'est en fait une vraie fonction, mais elle n'est pas de carré sommable. Et celle-ci, ce n'est pas une vraie fonction, mais c'est quasi une vraie fonction qui vaut 0 partout et l'infini en x0, c'est une distribution. En tout cas, ce sont des objets parfaitement bien définis via cette définition-là. Ça, c'est bien défini, c'est des formes linéaires. Et ça, c'est bien défini par cette définition-là. Ça permet du coup de manipuler, encore une fois je me répète, mais ça permet de manipuler les quêtes et les bras comme si c'était des quêtes et des bras standards, puisque toutes les règles fonctionnent. D'accord? Alors l'avantage... Oh merde, c'est l'heure? Alors, juste une seconde. Oh là 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 là. Juste une seconde. Alors, juste une seconde, parce que sinon tout ce qu'on a fait ne sert à rien. On va monter... Non mais, enfin, presque. Ces quêtes et ces bras forment des bases généralisées de l'espace de Hilbert, c'est-à-dire qu'on peut développer n'importe quelle fonction sur cette base-là. Donc je vais juste écrire ça, je vous promets que ça prend juste ce demi-tableau là. Je peux effacer là? Non. Allez. Ouais, je m'arrête là, promis. Alors d'abord, une propriété de ça. Propriété, je vais même l'appeler fondamentale. C'est que la famille d'épées là est orthonormée, c'est-à-dire au sens où quel que soit P et P' dans R, on a en fait P qui est égal à delta de P moins P'. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ça? Que la transformée de Fourier de cette fonction-là, c'est delta de P moins P', la transformée de Fourier de oméga P0, c'est delta de P moins P0. Parce que ça, en fait, c'est juste une oscillation à la pulsation P. Si vous faites la transformée de Fourier de ce truc-là, pour toutes les fréquences, c'est 0, sauf pour la fréquence P, enfin P sur H bar, la fréquence spatiale P sur H bar. Donc ça, vous le verrez si vous ne l'avez pas vu, la transformée de Fourier de cette fonction, c'est
la distribution de Dirac, et inversement, la transformée de Fourier de ça, c'est l'autre. Donc en fait, c'est pour ça que je l'appelle propriété fondamentale. C'est vraiment lié à la définition même de ce Dirac. C'est la transformée de Fourier d'une simple sinusoïde, enfin complexe, puissance i oméga t, ou ikx. Et du coup, c'est la même propriété que x', qui était égal à delta de x moins x', hein, qu'on a vu avant. Donc, ça fait bien une famille qui est orthonormée. Au sens où, si P' est différent de P, ça fait 0. Et si P' égale P, ça fait 1, mais 1 dans la distribution, ça fait l'infini, quoi. Parce que, bon, pour la même raison qu'on a vu ici. Donc, c'est exactement la notion qu'on veut. Ça forme une famille orthonormée. Et elle est totale au sens suivant. Donc, c'est ça que je veux écrire. Je vous promets que j'arrête là. Donc, quatrièmement, base généralisée. Bon, je reviendrai là-dessus. J'écris juste 2 lignes, mais je reviendrai sur ce que c'est la définition d'une base généralisée. J'écris juste 2 lignes. C'est que, quel que soit un psi dans L2 de R, psi égale, vraiment, ça, juste 2 secondes, ça va donner un sens à tout ce qu'on a fait. Pour tous les vrais quêtes, les vraies fonctions dans l'espace, oui. Et non, justement, c'est pas 1, parce que sinon, si vous faites la somme, ça fait pas 1. Il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ça fasse 1. C'est distribution. Ah oui, c'est la distribution. Oui, au sens des distributions. Eh oui, ça aussi, c'est des variables continues. Donc, c'est vraiment la version continue du delta de Kronecker. Donc, vous voyez que x psi, c'est ce qu'on a écrit ici. Non, c'est où x psi? Voilà. X psi, c'est psi de x. Le produit scalaire x par psi, c'est psi de x. Et donc, vous voyez que, en fait, vous pouvez écrire, s'il vous plaît, vraiment, j'en ai pour 2 secondes. Psi, vous pouvez l'écrire comme une combinaison linéaire des x avec comme coefficient le produit scalaire en question. Et on retrouve l'idée initiale d'où on était parti, notre fameuse fonction de répartition sur tous les x continus. Hein, je ne sais pas si c'est encore au tableau. J'avais écrit, voilà ce que c'est le vecteur colonne continu. C'est cette fonction-là. À chaque x, il y a la composante psi de x. Et bien, ce psi de x, ce n'est rien d'autre que x psi, c'est comme ça qu'on a défini le bras en question. Et donc, vous voyez que ce développement-là, c'est exactement la version continue de l'écriture psi égale somme sur n des en psi en. Ça, c'est la version continue. Sauf que c'est complètement rigoureux parce qu'on a donné un sens à ça. Bien que x ne soit pas une fonction, à strictement parler, de l'espace des états, vous pouvez vous servir de ce x qu'on a bien défini pour faire un développement continu de n'importe quelle fonction sur cette base-là, cette base généralisée-là. Et ce développement est unique. Et de la même façon, quel que soit psi, vous pouvez aussi développer le même psi sur la base des p, c'est-à-dire écrire somme de moins l'infini à plus l'infini. Donc vous développez sur tous les p, sur les quêtes généralisées p, avec comme coefficient le produit scalaire qui correspond. Et ça vous dit juste que la fonction p, vous pouvez l'écrire comme psi tilde de p, p dp. Et de la même façon, ça c'est parfaitement bien défini. Donc le développement de psi
sur les quêtes généralisées X ou sur les quêtes généralisées P est parfaitement bien défini et unique. Donc tout se passe comme si l'ensemble des X et l'ensemble des P pour X dans R continu et pour P dans R continu était une base sur laquelle on peut développer n'importe quel état de position, n'importe quelle fonction. Ceci est vrai, et donc on a ici, c'est comme si c'était une base, sauf que ce n'est pas une base de l'espace de Hilbert. Les éléments n'appartiennent même pas à l'espace de Hilbert. Et par ailleurs, il n'y a aucune chance que ce soit une base de l'espace de Hilbert, puisque l'espace de Hilbert est de dimension dénombrable. Et là, il y a un nombre indénombrable d'éléments. Mais ce n'est pas une base d'éléments de l'espace de Hilbert, mais on peut s'en servir comme une base généralisée, puisqu'on peut développer de façon unique chaque élément comme une combinaison linéaire continue sur soit cette base-là, soit cette base-là. Donc ce n'est pas des bases, les éléments-là n'appartiennent pas à l'espace de Hilbert, mais on peut s'en servir comme si c'était des éléments de l'espace de Hilbert pour développer n'importe quel vecteur d'état. Et le fait que ça s'écrive comme des bras et des quêtes en un sens précis, avec la possibilité de passer du bras aux quêtes, avec les étoiles, les produits scalaires, fait que dans ce développement-là, on va pouvoir utiliser le formalisme de Dirac de façon complètement transparente, comme si c'était des vraies quêtes et des vrais bras, bien que ce soit des éléments extérieurs à l'espace lui-même. Oui? Non, monsieur, mais est-ce que ce ne sera pas là à P0 quand vous avez P0 avec P0, ce ne sera pas plutôt oméga P étoile? Parce que... Je vous réponds après. On va libérer tout le monde, mais je vous réponds. Parce que je pense que ça fait... Donc, est-ce que vous avez des questions générales là-dessus? Ou sinon, je peux répondre à des questions particulières après? C'est bon, on arrête là? Donc, on se revoit je ne sais pas quand, mais méditez bien ça. Et faites le lien avec votre cours de maths sur les distributions. Petit à petit, ça va rentrer. Allez, à bientôt. Oui, alors dites-moi...